Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique, une critique de Lord of War, un film sorti en 2005 réalisé par Andrew Niccol avec Nicolas Cage, Jared Leto, Bridget Moynahan et Ethan Hawke. C'est un film qui a coûté entre 40 et 50 millions de dollars, il en a rapporté 72. Il dure 2 heures et 2 minutes, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures et 2 minutes? C'est l'histoire de la montée en puissance d'un trafiquant d'armes, Yuri. On nous présente un immense rouage, comme un petit peu Casino ou Les Affranchis, avec une voix off qui explique. On est guidé. Avec un commentaire qui est distancié. Un commentaire, bien sûr, c'est la voix de Nicolas Cage, donc c'est la voix de notre héros qui nous raconte ses déboires, son métier. Un regard qui est rétrospectif, à mon sens, c'est un commentaire rétrospectif sur tout ce qui s'est passé, avec une ironie constante. Le film est très dense, il va très vite. Dans les 20 premières minutes, on a déjà beaucoup d'informations, les scènes s'enchaînent très rapidement. Le commencement de l'activité de Yuri en tant que trafiquant d'armes est totalement éludé. Une poignée de main à la synagogue et le voilà dans une chambre d'hôtel à vendre des armes israéliennes. Le film est extrêmement prenant. Faut savoir que je devais vérifier quelque chose avant de lancer l'enregistrement, donc j'ai regardé un petit extrait du film et je me suis mis à regarder presque 15 minutes. Voilà, donc voilà, le film est assez prenant. Tout est présent, mais en petite dose un peu partout. La famille, les achats, le frère, etc. Le spectateur est plongé dans l'histoire, avec la guerre froide, le quotidien d'un trafiquant, l'évolution du personnage, l'apprentissage aussi de son métier. Il porte plusieurs casquettes. Film d'aventure, biopic, suspense, politique, on ne sait pas trop où va aller le film, mais c'est pas un mal qu'il aille dans toutes les directions. Le côté réel est rattrapé par la fiction, avec la scène du bateau par exemple, on va repeindre vite fait le nouveau nom du bateau, ou la scène de l'avion qui atterrit et qui est après démembré. Ça fonctionnerait dans un James Bond, un Mission Impossible, mais ici c'est un petit peu grotesque, mais après ça reste aussi un peu de spectacle. Il faut bien un peu de spectacle dans un film pareil, ça contraste avec la description des processus assez méticuleux et l'histoire de la vente des armes. On verse dans le mélodrame par moments, mais au moment où on s'y attend, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas une histoire complètement innovante, il y a aussi des archétypes et des clichés que nous retrouvons dans ce film avec les personnages. Yuri Orlov, qui est notre héros, est un novice, un naïf, mais qui va poursuivre sa quête dans sa vente d'armes. Il y a de très bons passages avec le mec qui fait un peu la brocante des armes, qu'il considère vraiment comme un job. Il n'a pas d'idéaux, c'est un personnage cynique. Il y a beaucoup de voix off qui lui sont rattachées, bien entendu. La voix off permettant au spectateur l'identification à cette ambition de la part de Yuri assez démesurée. Il n'est pas hors du système, mais il est le système lui-même dans sa logique destructrice et foutrement rentable, parce qu'il y a toujours un rappel à l'argent dans ce film. Il y a un malaise et en même temps une fascination pour s'identifier au personnage, c'est assez troublant, c'est là que le personnage échappe au cliché, on va dire, mais en même temps on nous laisse pas le choix. Ils ont pris un acteur connu pour jouer le rôle, ce n'est pas rien. Et si on refuse l'identification à un vendeur d'armes, on peut sortir de la salle, parce que ça sert à rien, car le film est tourné vers son personnage principal. Jack Valentine, pour le coup, est un petit peu cliché, il veut toujours le coincer, mais ça n'arrive jamais, car Yuri est malin comme un singe. Et tout au long du film, on n'arrive pas vraiment à discerner son objectif, sa motivation, donc à Yuri. D'ailleurs, lui, il n'arrive même pas à piger pourquoi son frangin, donc joué par Jared Leto, est devenu accro à la coke. Yuri passe son temps à mentir, que ce soit à ses proches, sur la réelle nature de son activité, ou aux autorités qu'il tourne toujours au ridicule quand les mailles du filet se resserrent. Nicolas Cage a un bon jeu, sans doute le dernier en date, qui soit bien et bien mené. On m'a parlé aussi de Joe tout récemment, je n'ai pas vu, je regarderai à l'occasion, mais Nicolas Cage dans Lord of War est sûrement un de ses derniers grands rôles, vraiment les rôles où le film a une certaine aura. Car Nicolas Cage quand même est assez bon, il a beaucoup de charisme dans ce film, la voix française bien sûr est assez formidable, j'aime beaucoup cette voix. J'aime bien le film parce que je le suivais lui. On reste accroché à lui, ce n'est pas sa faute, le film est tourné de cette façon-là.
À Beyrouth, Yuri est caché derrière le mur et ne voit pas des enfants qui sont exécutés, donc il se voile la face. Il se cache des atrocités qui sont créées par la vente d'armes, alors qu'auparavant, derrière les barbelés, il avait très bien vu l'image publicitaire de la femme qu'il adore. Son frère, lui, il voit les enfants que l'on conduit devant le peloton d'exécution, mais se résout à suivre son frère. Après leur départ, le champ s'élargit à partir du trou d'observation du mur et les enfants sont abattus. C'est le même processus de vision et d'aveuglement qui conduira plus tard à la mort de Vitali. Le reste de la distribution est, enfin je vais envie de dire inégale, non, elle marche bien, mais moi je n'ai pas trouvé ça très folichon. Ethan Hawke est assez cliché, c'est vraiment le mec infaillible mais qui n'arrive pas à faire son boulot. Les autres personnages secondaires sont sympathiques, par exemple la femme de Yuri, bon elle est très jolie, mais bon, elle est quand même assez cliché. Après c'est toujours très difficile, comme je vous l'avais dit, pour moi de juger une performance d'acteur puisque je ne suis pas réalisateur ou moi-même acteur, donc je devrais la fermer. Bon, c'était sympa mais sans plus, hein. Il reste à Nicole encore à s'affranchir des conventions dramatiques qui alourdissent un petit peu son propos. Ici le personnage de Orlov, de Yuri Orlov, que Cage rend très attachant, en fait, non. Il rend pas attachant, mais aussi attachant que répugnant. C'est alourdi par la présence du frère, voilà, qui est doué d'une conscience morale, que joue Jared Leto, hein, Vitali. Je m'en foutais un petit peu de ce frère, hein. C'est un énième drogué. Alors là, oh putain, ça c'est chiant. On croirait Pickman dans Breaking Bad. Oh, ah là là là. Oui, moi je trouve que ça alourdissait le propos, alors que justement quand il est seul, quand Yuri est seul, face au danger, face à la vente d'armes, c'est beaucoup plus stimulant. Enfin pour moi je trouvais que ça me stimulait plus que cette espèce de retour à la morale dramatique. Alors t'es là, tu te dis mais putain crève, on s'en fout de toi, et à la fin c'est presque un soulagement de le voir mourir, pour moi, hein, bien sûr pour moi, hein. Peut-être que vous avez été très sensible à ce personnage, mais moi pas du tout. Alors c'est un film qui a coûté 50 millions de dollars. Et pour un film indépendant, je croyais que c'était un film d'Hollywood, mais en fait c'est un film indépendant. À ce que j'ai lu, c'est cher. C'est très très cher, c'est une production européenne, les Américains n'ont pas voulu produire ce genre de film précisément, et c'est la société de production de Nicolas Cage qui s'en est occupée, Saturn Films. Andrew Niccol a utilisé plusieurs accessoires qui étaient tout à fait réels et revenant même moins cher que les factices. Pour un plan du film, devant se situer en Ukraine, au lieu d'utiliser des images de synthèse pour recréer une cinquantaine de chars d'assaut, il trouva un homme en République tchèque possédant 100 chars T-72 de fabrication russe et acceptant de lui louer quelques-uns de ces chars. Il explique cela ainsi. « Je suis allé en République tchèque et j'ai trouvé un type qui possède à titre privé 100 tanks T-72. Cela ne lui a posé aucun problème de me les louer. Quand un type vous dit « Je peux te livrer 50 tanks, je te les apporte mardi à 9h du matin », vous êtes sûr de les trouver tous parfaitement alignés. Ça c'est un peu dingue, hein. Et ces chars furent vendus peu de temps après le tournage. C'était moins cher d'acheter des tanks que d'en faire en images de synthèse. C'est assez incroyable quand même. Je sais pas ce que vous en pensez de ce que je viens de dire, mais c'est quand même assez fou, hein. Il avait acheté des tanks, des armes à feu, il a averti l'OTAN pour le faire. Quand même, bah, ce serait un peu fort de... Osef l'OTAN, moi je te fais une armada dans le film. Non voilà, il a acheté 3000 vrais AK-47, hein, moins cher que les faux qu'il a ensuite revendus. C'est complètement fou. En fait, les mecs, ils font comme dans Argo, ils font un faux film pour vendre des tonnes d'armes. Ah, Andrew Niccol, c'est un filou. Il a même poussé la recherche jusqu'à prendre contact avec certains de ses professionnels. Il paraît que dans les commentaires audio, Andrew Niccol a payé certaines milices armées africaines pour tourner au plus près des quartiers chauds, finançant par là indirectement leur exaction. De quoi laisser rêveur ou cauchemardeur, hein. Surtout quand le monsieur pointe ensuite du doigt les grandes nations comme les premiers responsables de l'alimentation des marchés des armes. La mise en scène est clean, elle est bien léchée comme on dit, elle est super propre, c'est un divertissement esthétique raffiné avec une utilisation du vocabulaire cinématographique tout à fait au poil, une mise en scène assez standard avec des moments de finesse.
Une boîte française qui a fait les effets spéciaux. Par exemple, on a l'avion qui se fait démonter, ça c'est français. C'est une boîte d'effets spéciaux française qui s'en est occupée. On a une grande fluidité dans le montage, avec beaucoup de moments très elliptiques qui passent avec la voix off. Donc c'est assez structuré quand même. Par exemple, il y a un moment qui m'a gêné par rapport à cette voix off. C'est qu'on a cette voix off qui vient nous narrer, c'est la voix claire de Nicolas Cage. Et on a un montage pour la scène de l'entretien avec Ethan Hawke, un flash forward pendant que la voix off est au présent. Et là, on sait que le personnage va s'en sortir. Tout le travail de suspense est complètement désamorcé. Et voilà. Et ça, c'est bien dommage. Alors qu'on croyait que dans cet entretien, ce serait bon, qu'on le coincerait. Mais non. Et voilà, et tout ça, ça tombe à la trappe. Ce moment de tension tombe à la trappe. Et ça, c'est dommage. Mais ça n'enlève pas au travail sonore impressionnant dans le film. En plus, il y a une musique du jeu Fallout 2 dans le film. Moi, j'aime beaucoup Fallout 2, donc je me suis dit, ah, ça, c'est un bon film. Non, mais il y a plein de travail son intéressants. Par exemple, à un moment, il y a un mec qui tire, voilà, avec un AK-47, et Yuri entend des bruits de tiroir-caisse. Voilà, avec ching, 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 à chaque fois qu'il y a une balle qui sort. Voilà, ça, c'est excellent. Il y a un peu trop de musique de groupe. Ça fait très, très clip, à croire que le film n'avait pas de compositeur. Ce côté clip cerne vraiment tout le film, ça nuit aussi un petit peu au film, on va dire c'est trop facile, ça appuie un peu trop le propos, ça permet de dynamiser peut-être un peu trop facilement, mais ça aussi ça peut replacer le film dans un contexte historique puisqu'on l'englobe avec des musiques de l'époque. C'est une caricature de trafiquant d'armes qui parle. Il sait en fait fabriquer un autre lui caricatural pour cette femme. Et c'est en cela que c'est cliché et que c'est normal. Et il emballe la femme avec une musique qui arrive au moment où il l'embrasse. Alors là, c'est cliché. Là, en termes de mise en scène et tout ça, là, c'est vachement cliché. Après, bien sûr, il y a le côté on passe hors champ en allongeant la femme. Enfin, des choses, vous avez vu ça des milliards de fois dans plein de films. Le scénario ne peut pas éviter certains clichés. Le sacrifice du frère, les fantômes de la mauvaise conscience, des choses comme ça, c'est presque le contrat à accepter quand on va regarder ce film. C'est une esthétique faite de coups fumeux numérisés, de scènes choc, à la limite de tire-larmes un peu ridicules comme la séquence du massacre d'un camp qui se finit par une trace de main ensanglantée sur un drap blanc d'une tente. Enfin le truc, c'est très esthétique mais tu sens que c'est vraiment on essaye de te tabasser un message. Ce style dominant, clinquant et fun est en complète déconnexion avec la dureté du sujet. Ça montre sûrement le vrai visage du film comme on tente dans le film de montrer le vrai visage de Yuri. C'est un film qui pose des interrogations sur l'état chaotique du monde. Le secret de la survie, ce n'est pas faire la guerre, surtout pas contre soi-même. Est-ce que le film dénonce l'industrie de la mort? Oui, avec un générique absurde. Non mais quand même, il la dénonce un petit peu, peut-être pas autant qu'on aurait souhaité, peut-être. Mais il y a quand même des choses assez fortes, comme le générique du début qui est assez incroyable, la création d'une balle. Et malgré ce thème louable, le cinéaste semble à mon sens rater sa cible en incriminant plus volontiers la vile nature de l'homme que la vision politique qui la soutient. Donc il ne va pas à la racine, ce qui fait qu'il y ait encore des armes qui circulent. Si le rôle et le talent de ce cinéaste n'est pas que de nous divertir avec ce film, il ne prend pas forcément parti, il ne se pose pas comme un agitateur de problèmes de société, il ne donne... je suis désolé de le dire, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et il n'y a pas finalement tant de films que ça qui en parlent, mais pour moi c'est un film contestataire à l'emporte-pièce. C'est un produit de plus, qui se veut dérangeant mais qui ne l'est pas vraiment. Après... est-ce qu'on aurait souhaité un truc complètement dérangeant et tout ça, sachant, bon, c'est Nicolas Cage, c'est quand même une valeur un peu mainstream, hein, pour nous livrer un gentil petit brûlot qui n'atteint pas sa cible à mon sens, pas comme la balle au début du film. Mais il illustre quand même bien la presque inéluctabilité de la situation chez les pays en voie de démocratisation, façon de parler, la démocratisation, n'est-ce pas? Dommage qu'il y ait eu aussi ces quelques clichés, ces quelques facilités dans la mise en scène. Mais c'est divertissant. Et on est pris là-dedans, comme je l'avais dit, hein. Et en cela, je lui mettrais un 14,5 sur 20.
Voilà. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont vu ce film. C'est quand même un film qui a été vu beaucoup par la suite en vidéo ou à la télé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous trouvez qu'il y a aussi des défauts ou si vraiment vous avez été complètement emporté par ce film. Voilà, n'hésitez pas. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, bonne semaine et à bientôt. Allez, salut!